Nous allons, devant cette salle comble, démarrer, démarrer la soirée par quelque chose qui tient et qui a toujours tenu à cœur et qui fait la force de Gynéco Sans Frontières, c'est de réfléchir et de respecter l'éthique des pays où on va. Dans cette deuxième partie, on quitte la France, on va dans ce qu'on appelle très très mal les pays en voie de développement, ce qui est un non-sens grave parce que ces pays en voie de développement, demain, ce sera nous. Ceci étant dit, l'éthique, lorsque l'on voyage, lorsqu'on va rencontrer quelqu'un, lorsqu'on va partager des idées, lorsqu'on va partager plein de choses, ça me paraît être quelque chose de fondamental. On va, dans cette deuxième partie, vous parler de Thomas, qui est ici, va vous parler des césariennes. Vous savez comme moi que la césarienne, c'est devenu quelque chose, une espèce de refuge devant les catastrophes obstétricales. Maintenant, le taux de césarienne, dans beaucoup d'endroits, grimpe, n'arrête pas de grimper, avec toute la iatrogénicité qui la suit, bien entendu. Derrière, il y a Serge qui va nous parler surtout des violences, je crois, des violences obstétricales et gynécologiques, et justement de notre regard sur la lutte contre ces violences. Je vous parlerai également de mon ressenti sur la formation chirurgicale des maladies handicapantes, on verra, et puis on laissera Philippe Arvis conclure. Je te donne la parole tout de suite, Tom. Bien, bonjour à tous. Pour ceux que je n'ai pas vus, merci d'être là et d'écouter ce topo, même si effectivement la salle n'est pas comble, c'est dommage. Moi, je vais vous parler effectivement des césariennes dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est un énorme problème de santé publique. Nous, au sein de Gynécologie Sans Frontières, on suit les ODD, qui sont les objectifs de développement, dont celui qui consiste à réduire la mortalité maternelle. Il y a beaucoup de causes dans la mortalité maternelle, et la première, c'est l'hémorragie de la délivrance, mais on va trouver quasiment après les infections en troisième position les césariennes, qui pour leur compte ont un impact sur la mortalité maternelle, impact qui peut être vicieux, parce que très souvent, dans le cadre des césariennes, la sanction est souvent plus tard, dans le sens où, quand on fait des utérus cicatriciels, il faut pouvoir les gérer derrière, et c'est un problème dans des pays où les villages sont éloignés, et où on commence à voir arriver des utérus multicicatriciels qui ne sont pas pris en compte en tant que tels. Je vais rentrer un petit peu dans les problématiques après de la césarienne, mais c'est un peu une bombe à retardement quand on en fait beaucoup. Et on s'est rendu compte que l'indication de la césarienne et le taux de césarienne est en train d'augmenter et d'exploser, c'est ce qu'on va voir après. Et c'est bien en fait de l'introduire dans des pays qui en ont besoin, mais il faut aussi la contrôler. Et c'est un petit peu là-dessus que nous, on est en train de créer une mission là-dessus, c'est une mission pilote pour l'instant, dans l'idée de freiner un petit peu les césariennes qui sont faites de façon abusive. Et ça n'est pas fait de façon abusive que dans les pays en développement, c'est le cas dans certains pays en développement, avec des statistiques assez complexes, c'est ce qu'on va voir après, mais c'est aussi le cas de pays développés, comme la moitié des césariennes sont faites en Amérique du Sud, par exemple, pour d'autres raisons. Et même nous, en France, dans certaines cliniques, dont la première d'ailleurs en France est une clinique célèbre du 16e, on est à plus de 40%. C'est pour d'autres raisons, mais en tout cas, on a des taux de césarienne qui, des fois, ne sont pas du tout ceux qui sont recommandés par l'OMS. En termes de contexte, à l'échelle mondiale, le taux a augmenté, il a explosé, il a fait x3 depuis les dernières décennies, et c'est le cas en France aussi. On était à 12-13% de césarienne dans les années 80, et aujourd'hui, on est à peu près autour de 20%. Et on est à 20% parce que certains centres en France sont à 15-16%, tandis que d'autres sont à 40%. Donc on a beaucoup de cliniques qui sont autour de 30%. En tout cas, selon les estimations récentes, il y a une étude qui a été faite par le Lancet en 2018 par une équipe du Manitoba, dans le Winnipeg. On est à peu près à 21% de césariennes dans le monde, donc tout inclus.
sachant qu'il y a des pays qui vont en faire 58%, je crois que leur record c'est au Mexique, et d'autres qui vont en faire 1 ou 2%, évidemment, dans les pays où il n'y a pas d'accès. Les 3/4 des pays où il y a moins de 5% de césariennes, ce qui évidemment n'est pas bon du tout, c'est en Afrique subsaharienne. Et donc tout corrélé, on est à 21%, avec des pays qui en font 1% et d'autres qui en font 58% sur les extrêmes. Ouais, c'est ce qui est marqué en dessous, voilà. Et de façon globale, le taux a triplé dans le monde, sauf évidemment dans les endroits où il y en a le plus besoin, où la médicalisation tend un petit peu à être retardée. Soit parce que c'est reculé, soit parce que la politique sanitaire ne suit pas, et où les systèmes de santé se sont effondrés. Donc de façon globale, on était à moins de 7% en 90, et en 2014, on était à 20% de césariennes dans le monde. Donc ça augmente, et l'évolution va être à la hausse. Donc ça, c'est les rappels sur les enjeux que nous on poursuit. Donc il y a plus de 800 femmes qui meurent chaque jour dans le monde. C'est, comme le disait très bien Claude, c'est un avion qui s'écrase tous les jours. Pour se rendre compte de ce que c'est énorme. Et ça inclut toutes les complications de la grossesse et de l'accouchement. Et évidemment, 99% de cette mortalité a lieu en Asie ou en Afrique subsaharienne ou dans les pays en développement très pauvres. Donc ça fait un risque de 1 pour 54 contre 1 sur 4400 chez nous, par exemple. C'est énorme. Voilà. Et donc les pays en développement sont au milieu, mais on est quand même à 1 sur 180. Donc voilà, l'ODD, donc les ODD, ils ont été revus en 2015, ils prenaient le relais des OMD qui ont été faits en 2000 par l'ONU, donc passés sous 70 pour 100 000 naissances vivantes, sans aucun pays qui soit à 2 fois la moyenne mondiale. Donc ça, c'est un objectif global qu'on poursuit, et évidemment la césarienne, l'enjeu de la césarienne a un impact immédiat sur ces chiffres. Donc ça, c'est les causes, bon, ça je l'avais dit tout à l'heure, je vais passer dessus. Alors pourquoi la césarienne est un déterminant majeur? Pour 2 raisons, c'est pour ça que j'avais mis double dilemme, parce que justement dans des pays comme l'Afrique, ou même au sein d'un même pays, on va avoir des hypercentres qui vont faire des taux de césarienne de 40-50%, et puis les campagnes autour qui seront à moins de 5%. Et sur la globalité, on peut avoir un taux normal, mais en fait, en polarisant sur les régions, on se rend compte que l'accès est soit trop indiqué, soit il n'y a pas assez de césariennes de fait. Donc, l'OMS avait fait une étude en 85 qui avait été un peu critiquée parce que justement, effectivement, on ne faisait pas la distinction entre les villes et les campagnes. Ils ont refait la même étude en 2014 et ils sont arrivés aux mêmes conclusions. Les taux de césarienne, si on veut être bénéfique pour une population, doivent être entre 10 et 15%. En dessous de 10, on a une morbimortalité qui est liée au manque d'accès aux césariennes, avec les complications comme les stagnations, les morts fœtales évidemment, les fistules, etc., les infections. Et au-delà de 15%, la courbe s'infléchit doucement pour faire apparaître d'autres complications, qui sont les complications classiques à court, moyen et long terme, c'est-à-dire les infections, les déhiscences, les hématomes, etc. Et à long terme, l'utérus qui va devenir progressivement quadri, pentacicatriciel sur des femmes qui habitent à 3 jours de marche d'un village, qui vont tenter des voies bactérières, vous voyez la suite, ça peut être catastrophique. Et donc, quand on a des pays qui font des césariennes à hauteur de 40-50%, sachant qu'on n'a pas les mêmes soins post-opératoires dans les pays développés que là-bas, eh bien, on peut facilement comprendre qu'il va y avoir des complications derrière. Donc, le taux doit être entre 10 et 15%, d'après les 2 études. Donc, en termes de complications, parce qu'on parle de mortalité, mais il y a évidemment les complications immédiates, qui sont à risque, et c'est pour ça que quand certaines cliniques en France font 50% de césariennes, ça n'a pas les mêmes conséquences que dans certains pays ou d'Asie ou d'Afrique où le post-op sera quasiment inexistant. Nous, assez souvent, même sur des accouchements standards, on voit des patientes qui partent à J1, y compris pour une césarienne. Pourquoi? Parce qu'il faut payer évidemment derrière, elles ne peuvent pas rester, ou parce qu'elles ont d'autres enfants, une pression familiale, elles veulent rentrer en fait. Donc ça veut dire que les césariennes qui vont être faites là-bas, et inclus celles qui ne sont pas indiquées, vont être faites dans des conditions où il n'y aura aucune surveillance post-opératoire, très souvent dans un pays chaud où il y a plus d'infections, avec pas de soins derrière de surveillance, par exemple l'infirmière comme on peut avoir chez nous. Et donc c'est des césariennes qui n'ont pas les mêmes conséquences que des césariennes faites ici avec un suivi optimal. Donc l'OMS l'a rappelé, la priorité c'est pas d'atteindre un taux spécifique, mais faire la césarienne quand il y en a besoin et uniquement quand il y en a besoin. Donc en Afrique, comme je le disais, en subsaharien, sachant que le Sahara c'est une frontière écologique, le développement de l'Afrique subsaharienne
de façon globale, mais économique, est nettement inférieure à l'Afrique du Nord. Et on a un accès trop réduit, c'est-à-dire qu'on est à peu près 3 à 5%. L'ONU avait recensé sur les 174 pays, en gros, le nombre de naissances, tandis que l'OMS avait fait le nombre de césariennes. Donc on avait eu à peu près les chiffres, et on s'est rendu compte que tous les pays subsahariens, les 3/4 des pays subsahariens sont ceux qui sont inférieurs à 5% de césariennes dans le monde, sachant qu'il y en a 28 en tout, avec en tête, on va trouver le Tchad, le Nigeria, l'Éthiopie, tous ces pays-là sont à 1-2% de césariennes, donc c'est catastrophique. C'est-à-dire que là, on a une énorme morbimortalité, que ce soit pour l'enfant ou pour les mères. Les complications post-opératoires sont non surveillées, trop graves, trop fréquentes. Il y a des hématomes, des infections, les deux en même temps. Et donc les seules césariennes qui sont faites, en plus, ne sont pas surveillées. En Afrique de l'Ouest, c'est le contraire. Alors, quand on dit taux trop élevé, ce n'est pas au sein du pays, c'est au sein des centres qui les pratiquent. Et ça, c'est pour plusieurs raisons. Pourquoi ces centres font 40, 50%, 60% de césariennes, comme nous on l'a observé au Togo par exemple? Eh bien parce que la césarienne, pour plusieurs raisons, est un signe de modernisation. C'est une politique sanitaire où on a l'impression qu'on fait des accouchements faciles, parce qu'effectivement on peut programmer l'accouchement. Il y avait une clinique au Burkina où le gynéco ne venait qu'une fois par semaine, et donc on lui mettait des termes à césariser par exemple. Et le fait de pouvoir planifier l'accouchement, c'est aussi ce qui fait qu'il y en a trop dans les pays développés. C'est une forme de confort qui tend à arriver dans les pays qui se modernisent et qui modernisent leur système de santé. Et l'accès à la césarienne est vu comme une facilité. Sauf que c'est une erreur, puisque une césarienne sera toujours plus à complications qu'une voie basse. Il y a 10 fois plus de complications. Et on est dans des pays qui ont des parités 7 à 8 fois supérieures aux pays développés. Ce qui veut dire que si on commence à faire des césariennes, derrière, on va en faire d'autres, et c'est des patientes qui arriveront facilement à 4, 5, 6 cicatrices, et on connaît après le risque de rupture, surtout sur des villages qui sont un peu éloignés. Donc, en Afrique, on a la double problématique au sein d'un pays où il faut ralentir les indications dans les grands centres qui les pratiquent, mais promouvoir la césarienne dans les périphéries où ils n'en font pas assez. Et puis entre le nord et le sud, eh bien, on a une grosse disparité, et il faut d'un côté apporter la technique, le compagnonnage et les indications, et puis de l'autre, peut-être revoir les indications et dire attention, cette césarienne-là n'est pas indiquée, il ne faut surtout pas la faire. Bon, évidemment, ce n'est pas simple, mais en tout cas, on va essayer d'y concourir avec la prochaine mission qu'on est en train de mettre sur pied. Alors, ça, c'est une carte qui est intéressante. Vous avez le taux de césarienne dans le monde. Vous voyez tout de suite la répartition. Donc, évidemment, dans le rouge, c'est le manque d'accès. Et puis, le bleu foncé, c'est là où il y en a 45% et plus, enfin 35-44%, et vous voyez que l'Amérique latine est grande pourvoyeuse de césariennes. Et là, ce n'est pas pour les mêmes raisons, c'est des raisons de confort, parce que c'est développé, et eux, ils font des césariennes pour deux raisons. La première, c'est que c'est pratique pour les patientes, parce qu'elles veulent accoucher tel jour, elles choisissent le jour de la naissance, c'est plus des phénomènes sociologiques. Les médecins aussi, ils voient le confort de faire l'accouchement de jour, forcément c'est plus simple. Et puis évidemment, il y a le problème de la rétribution, puisque si c'est le cas dans notre pays, eh bien dans d'autres pays, une césarienne est plus cotée qu'un accouchement voie basse, et forcément les cliniques vont développer une sorte de business sur les césariennes. Ça existe en tout cas. Plus de 50% des excédents de césariennes, c'est en Amérique latine. Et en termes absolus, c'est la Chine qui fait 3,5 millions d'excès de césariennes dans le monde, parce qu'ils ont un effectif plus grand, mais ils sont à 35% à peu près. Donc voilà, la carte est intéressante, on voit tout de suite la répartition, et on voit que le manque, c'est surtout l'Afrique subsaharienne qui vraiment manque de césariennes. Voilà, donc l'Amérique latine, ça je l'ai dit. Bon, en Europe, il y a une très grande disparité. Il y a certains pays qui en font trop, comme la Grèce qui est à 57%. Nous, on est à 20% en moyenne. Et après, il y a d'autres pays qui ont strictement contrôlé la césarienne. C'est surtout les pays nordiques et les Pays-Bas qui sont à 17-18%. Eux, ils ont une vraie politique de contrôle. Et c'est quasiment les seuls dans le monde qui ont vraiment fait baisser leur taux. Et encore eux sont au-dessus de la cible de l'OMS. Voilà. Et puis au Moyen-Orient, comme l'Inde par exemple, c'est pareil, ce sont des pays émergents qui modernisent leur système de santé, et on se rend compte qu'à chaque fois qu'un pays se développe, eh bien, le taux de césarienne augmente, mais il ne s'arrête pas à 15%, c'est-à-dire qu'il va continuer à augmenter et trouver une autre morbidité sur l'excès de césarienne. L'évolution, bien, comme je le disais, il y a une augmentation à prévoir partout, puisque la plupart des pays se développent, et ceux qui ne le sont pas encore
tendent à se moderniser, et quand un système sanitaire se modernise, eh bien forcément il y a des blocs qui apparaissent, la technique apparaît et donc le taux augmente. Et puis ensuite, il faut freiner, rétro-pédaler un petit peu sur les indications. Et puis on lutte contre les avantages entre guillemets de la césarienne, puisque si nous on prévient qu'il y a des complications médicales, c'est un accouchement qui est confortable parce que ça dure 20-30 minutes, on choisit l'heure et la date, c'est pratique pour les équipes médicales et pour les patientes. Quand je mets moyens ici, c'est quels sont les moyens de lutter contre l'excès de césarienne, et ça inclut aussi les pays qui sont développés. Eh bien, les moyens, c'est ce que nous allons employer sur les missions où on aimerait choisir les centres en Afrique où on va essayer de ralentir le taux. Eh bien, c'est évidemment de toucher les professionnels, et là c'est compliqué parce que nous on a soulevé des problèmes qui n'étaient pas envisagés jusque-là, en particulier la double indication. On a beaucoup de pays où on a une accoucheuse, une sage-femme qui va indiquer la césarienne et un technicien qui va la réaliser. C'est-à-dire un chirurgien viscéral ou ça peut être là-bas un généraliste qui sait faire les césariennes, sachant que techniquement les gens sont très bons. C'est-à-dire que sur le geste lui-même, j'ai presque envie de dire, on n'a rien à enseigner, le geste est très bien fait. Le problème de la césarienne, et on l'apprend quand on sait les faire, c'est pas forcément le geste, c'est l'indication et le post-opératoire. Et là, on n'a pas les structures pour les accueillir et souvent elles partent agir. Et donc toucher les professionnels, ça revient aussi à avoir un professionnel qui sait indiquer la césarienne, et c'est pas toujours facile. Et la double indication, et nous on a demandé dans notre registre, on a fait un recueil de données qui va arriver bientôt, est-ce qu'il y a une double indication? C'est-à-dire, est-ce que c'est une sage-femme ou une accoucheuse, quelqu'un qui n'est pas formé ou un infirmier qui a indiqué et quelqu'un qui l'a pratiqué? Parce que si c'est le cas, il faut essayer de faire en sorte que la personne qui fait la césarienne soit la personne qui l'indique. Il faut évidemment renseigner les femmes et la famille, c'est-à-dire, et ça c'est valable quel que soit le pays, dire attention, une césarienne, c'est risque de complications x10, même pour l'inhalation du bébé, etc. C'est pas une bonne chose, ça rend service à personne si elle n'est pas indiquée. Une césarienne ne doit être faite que si elle est indiquée. Il faut toucher les systèmes de santé, c'est-à-dire que si on prend l'exemple du Togo, eh bien on enseigne dans les facultés de médecine même que la césarienne, il faut la faire dans telles circonstances. Évidemment, il faut que les programmes éducatifs soient faits en sorte qu'une césarienne, ça s'indique de telle façon, et ça ne doit être fait que si elle est indiquée. Donc il faut évidemment aller toucher la politique du pays en question pour essayer de revenir un petit peu en arrière ou contrôler les indications et bien expliquer que ce n'est pas parce qu'on y a accès qu'on doit la faire. Il y a eu des propositions internationales, notamment de la Fédération internationale de gynécologie, et entre autres, on avait eu par exemple le tarif unique au sens où, quel que soit le pays dans le monde, on essaie de faire en sorte qu'un accouchement voix basse soit rémunéré pour l'équipe la même chose qu'une césarienne. Pas qu'il y ait une plus-value sur la césarienne, puisque forcément il y aura une réflexion business derrière, et forcément, si c'est mieux rémunéré, il y aura plus de césariennes. Il y a eu d'autres propositions qui ont été faites aussi évidemment sur l'encadrement des professionnels, sur des protocoles dont on peut se servir, comme la classique de Robson, qui avait été modifiée par les Canadiens, qui donne déjà une idée. La classification donne 12 groupes de femmes, en fait, et donne déjà une indication sur l'indication de la césarienne. Donc peut-être que proposer des protocoles internationaux, comme on l'a fait pour la troisième phase du travail, ce qu'on appelle la GATPA en Afrique, pour l'hémorragie de la délivrance, on a des protocoles, eh bien, il faut qu'on ait un protocole clair pour la césarienne, car aujourd'hui, ça n'existe pas. Voilà, donc là, je vais plus aller dans le concret sur ce qu'on propose. Donc, on a eu un financement par l'Académie de chirurgie essentielle récemment pour ça, et on a fait un recueil par les gens locaux, donc il est en cours, hein, c'est du prospectif. Et l'idée, c'est d'identifier les causes. Et une fois que les causes seront identifiées, on va se rendre sur place pour travailler avec une équipe pilote qui est Akpalimé au Togo. Et on va commencer à vraiment prendre chaque césarienne une par une. Pourquoi pas créer un staff ou rediscuter les indications. Et puis essayer de donner un protocole qui pourra être exporté partout où il y a trop de césariennes, notamment dans les grandes villes des pays émergents, comme Lomé par exemple au Togo. Et puis voilà, ça c'est pour la mission, donc on va la faire au Togo. Pourquoi le Togo? C'est ce que j'ai dû mettre après. Eh bien parce qu'on y a déjà été, on connaît bien les gens là-bas, parce que ça parle français pour une mission pilote, c'est quand même une chose importante, ça fait une barrière de moins. Et puis dans les grands centres, ce qu'on appelle les SONUC qui pratiquent les
les césariennes au Togo, on était à près de 60% de césariennes, c'est énorme. Alors effectivement, il y a un biais de recrutement parce qu'ils vont recruter ce que les centres leur envoient autour, mais quand on regarde les registres, ce n'est pas un biais de recrutement. On a eu beaucoup de césariennes pour macrosomie avec des enfants à 2,8 kg par exemple, parce qu'on ne se basait que sur la hauteur utérine. Donc il y a eu plein, pareil, les souffrances fétales, il n'y a pas de souffrance fétale, le rythme, des fois il n'était pas enregistré, donc on s'est rendu compte que c'était des césariennes peut-être un peu de convenance, où il y avait un doute, et hop, la patiente était césarisée, mais on n'avait pas une vraie indication de fond. Et 60%, de toute façon, même pour un centre qui recrute, on ne doit pas arriver à 60%. Voilà. En plus, bon, le Togo a toujours été demandeur d'un compagnonnage et il serait ravi de nous recevoir. J'ai eu un très bon accueil quand j'ai demandé pour monter une mission. Les gens sont très motivés, donc on va essayer de lancer la mission rapidement. Voilà, donc ça c'est les objectifs, bon, c'est ce que j'ai dit au début, donc réduction des mortalités, limitation aux indications de césarienne, et puis alors j'ai pas précisé, mais 14% des accidents donc là c'est du court terme, sont liés à l'anesthésie. Donc ça c'est de façon globale pour la chirurgie, mais c'est une chirurgie, donc on a 15% des accidents qui sont liés à l'anesthésie. Donc dans la mission qu'on va prévoir, on va bien sûr inclure un anesthésiste qui va aller aussi contrôler un petit peu la façon dont c'est fait, que ce soit l'hierarchie-anesthésie, puisque évidemment c'est ce qui est le plus pratiqué, mais il ne faut surtout pas négliger cette spécialité, puisqu'elle est responsable d'un énorme paquet d'accidents sur les césariennes, en tout cas sur le court terme. Et il faut une formation précise. Voilà, donc après c'est des compagnonnages, donc on peut aussi évidemment apporter un compagnonnage technique, même si comme je disais, la technique n'est pas un problème, les gens opèrent très bien, le problème c'est plus le post-opératoire, d'où la raison d'encore plus indiquer les césariennes, puisque derrière on sait qu'on n'aura quasiment pas de surveillance. Voilà, bon, après c'est les objectifs, bon ça je ne vais pas vous embêter avec ça, tenue d'un registre, etc. Donc on va mettre plein de points en place pour pouvoir aussi contrôler en prospectif les césariennes et améliorer l'indication. Voilà, bon ça c'est les objectifs transversaux. Voilà, et puis la classification de Robson, j'ai dû la mettre, voilà c'est ça, bon ça c'était juste pour la voir, mais elle existe depuis très longtemps et c'est un très bon point de départ, donc on va s'appuyer là-dessus pour essayer de faire, comme je vous disais, l'objectif c'est de faire un gros poster sur lequel n'importe quel pays pourra s'appuyer s'il y a un manque de formation, s'il y a des questions qui se posent, pour en tout cas essayer d'arriver le plus possible en dessous des 20%, puisque comme je disais, sur des parités de 8-10, le pluricicatriciel, on ne l'a pas vu encore, mais nous on a commencé à le voir arriver au Togo, des patientes qui n'arrivaient pas à l'hôpital, et quand c'est comme ça, il y a un petit biais de recrutement dans la statistique. Si la patiente ne meurt pas à l'hôpital mais sur le chemin, elle ne rentre pas dans les statistiques, et évidemment il y a énormément d'utérus, il y a des ruptures dans les villages, et c'est des morts maternelles qui sont des fois inexpliquées, et là ça va arriver, puisque comme je disais, le temps de faire les césariennes, ça a commencé dans les années 2000, et bien on va avoir de plus en plus d'utérus pluricicatriciels non surveillés. Voilà, voilà, c'est fini. Si vous avez des questions, c'est le moment. Ou les modérateurs, si tu as des remarques, tu en auras certainement. Merci. En fait, il faut les customiser avec les types de maternité. Tu sais, on sait qu'on a des répartitions qui sont un peu différentes. Voilà. Ah oui. Du coup, est-ce que dans cette idée-là, on pourrait imaginer de se faire une classification de Robson mondiale qui serait vraiment informative, peu ou prou, ou est-ce qu'il faudrait moduler selon... Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. La SGZO, les Canadiens l'ont modifié aussi à leur sauce pour en faire leur classification. Donc, eux l'ont fait en tout cas. Et effectivement, ils sont adaptés au fait qu'il y a un éloignement aussi dans leur pays qui est très grand. Et je pense qu'on peut créer, comme on l'a fait même pour le protocole d'hémorragie de la délivrance, nous on a celui du collège, et après il en existe un de l'OMS. Ils ont fait aussi des protocoles, je sais pas, de réhydratation qui sont faits à partir d'ingrédients locaux. Donc on peut très bien imaginer une classique de Robson faite par l'OMS pour des pays qui en ont besoin, qui n'ont pas forcément les moyens. Et bien sûr, je pense que c'est tout à fait facile à faire, surtout que là, sur la classique de Robson telle qu'elle existe, on a des multicicatriciels, mais on peut peut-être augmenter on va dire extrapoler le protocole jusqu'à des tricicates, pentacicates qui n'existent pas ailleurs, puisqu'on les voit surtout dans ces pays-là. Donc elle peut être adaptée très facilement, effectivement, je pense.
Ça reste un problème d'indication, quoi, fondamental. Si on veut la diminuer, c'est le choix de l'indication. Il faut qu'elle soit correcte. Oui, incluant tous les paramètres. Absolument. Et y compris peut-être être moins césarisant si on sait que la patiente partira à J1, qu'elle habite à 3 jours de marche. Peut-être être plus tolérant sur une souffrance fœtale ou une anomalie de rythme, où là, nous, on césariserait, peut-être dire, attention, cette patiente va repartir avec une cicatrice à 3 jours de marche par 40 degrés, on fera la césarienne peut-être dans 1 heure, tu vois, dans l'idée, être un petit peu moins exigeant sur les indications, ça serait une bonne chose, parce que une cicatrice là-bas, c'est très très délicat à surveiller. Ouais. Absolument, il y a un problème éthique qui est très difficile également à soulever dans ces pays, dans la plupart des pays, c'est la ligature. Chez nous, souvent, au bout de la 2e, la 3e césarienne, mais la multiparité importante n'existe pas, il y a une ligature. Je sais, au Mali ou dans beaucoup d'autres pays, les femmes refusent la ligature, les maris encore plus. C'est donc faire courir un risque quand on dépasse un certain taux, évident. Donc peut-être il faudrait en discutant justement avec les gynécologues locaux, voir comment on pourrait diminuer cette multiparité lorsqu'on s'enclenche le processus des césariennes. Quoi. Oui, effectivement. Oui, une des difficultés qu'on avait rencontrées dans l'analyse des causes de césarienne, puisqu'on avait regardé ça d'assez près, c'est qu'en fait, on a un problème avec la fiabilité de la documentation. C'est-à-dire, si on n'a pas assisté soi-même au phénomène, à la césarienne, c'est presque impossible rétroactivement de vérifier la fiabilité des informations qui sont dans les dossiers. Et on en a eu maintes fois l'expérience. Je me souviens d'une fois, on était passé dans une maternité, et on a dit vite, il y a une césarienne en urgence, c'est un décollement placentaire. Donc la femme a été césarisée, la sage-femme est revenue toute triomphante, l'enfant est vivant, etc. Et puis quand on lui a demandé ce qui s'était passé, en fait, la femme était venue pour un examen prénatal du 9e mois. L'examen a été un peu brutal, donc le col s'est mis à saigner. Diagnostic, décollement du placenta, césarienne en urgence, c'est une femme qui venait simplement pour une consultation prénatale. Et quand on regarde le dossier, le diagnostic est sain. Donc là, en l'occurrence, par exemple, je m'étais déplacé au bloc pour demander à la personne qui avait fait la césarienne ce qui s'était passé exactement. Non, c'était un placenta qui était tout à fait normalement inséré. D'ailleurs, elle ne saignait plus au moment où on a fait la césarienne. En fait, tout ça pour dire qu'en fait, c'est très très difficile d'être sûr que les indications, de vérifier, disons, la fiabilité des indications de césarienne sur notre expérience. C'est impossible. Quand on n'a pas assisté et quand il n'y a pas de staff. Il n'y a que la macrosomie où là on le voit, parce que le poids est souvent sur le registre. On voit macrosomie de kilo 8. Bon, là c'est clair. Mais une souffrance fœtale sur des rythmes à l'oreille, on ne l'aura pas. Et pareil, comme tu dis, un HRP, c'est invérifiable derrière. Donc effectivement, on est un peu piégé. Si on n'est pas en prospectif, on ne peut pas avoir le recul sur l'indication. Il faut être présent. C'est exactement ce que tu dis. Ouais. D'autres questions ? À toi, Serge. Tu suis ? Allez. Attends, je te mets juste le truc. Comment ça marche ? Attends, je vais revenir. Je crois que j'étais revenu. Ah, échappe, oui, d'accord. Échappe ? Non ? Oui, voilà. Ah oui. J'aime cette ambiance feutrée entre nous. Et je remercie nos amis maliens qui sont restés et puis ceux qui sont venus nous écouter. Qui c'est qui a dit que le Mali n'aimait pas la France, hein, c'est vrai ? Exactement. Hein. Heureusement qu'ils sont là quand même. Hein. Tout à fait. Donc, je vais vous parler de la formation des professionnels de santé sur les violences obstétricales et gynécologiques. Bon, vous connaissez donc notre philosophie à GSF. En fait, j'aurais pu intituler cette présentation « Ici, tout est violence, actes, paroles et incurie ». Les violences obstétricales, comme toutes les violences faites aux femmes, sont nées dans la nuit des temps. Françoise Héritier rappelait que l'homme est la seule espèce dont les mâles tuent les femelles. Nous entendons très souvent « une femme meurt
tous les 3 jours, sous les coups de son ex-mari, compagnon, nous entendons moins souvent qu'une femme meurt tous les 4 jours de sa grossesse en France. Et surtout, nous n'entendons jamais que tous les jours, 800 femmes, nous l'avons dit tout à l'heure, de par le monde, perdent leur vie pour donner la vie. Parler des violences obstétricales, des violences faites aux femmes, sous l'effet grossissant et déformant des réseaux sociaux, des cercles d'influence, est très porteur et révélateur chez nous et fait le buzz, notamment dans les milieux, entre nous, féministes, nouvelle génération, et disons souvent intégristes. Mes propos de ce jour ne sont pas pour évoquer dans nos maternités les épisiotomies dites abusives ou l'usage excessif des extractions fœtales pour accélérer le travail et donner plus de liberté aux obstétriciens, tout ceci sans véritable consentement éclairé, ou encore les examens vaginaux sans accord de la patiente. Ici, dans cette Afrique subsaharienne, nous sommes loin des prises de parole et des diktats de ces groupes féministes. Elles ne voient pas aussi loin. Lorsqu'on fréquente depuis des années les maternités des centres de santé de brousse, des zones rurales reculées ou des centres hospitaliers régionaux, nous rencontrons bien d'autres violences. La première des violences envers les femmes est l'état de santé maternelle dans la plupart des pays africains où la mortalité maternelle reste catastrophique et endémique, sauf à de rares exceptions près, essentiellement dans les grandes capitales, à condition d'avoir de l'argent pour payer les soins. De même, nous pouvons assimiler à ces violences envers les femmes les maternités chez les adolescentes, la contraception inabordable pour beaucoup, ou enfin les mariages forcés. Si la contraception était libre et gratuite, on diminuerait de 40% la mortalité maternelle. La deuxième violence est le comportement des soignants, très souvent isolés, démunis, devant des situations obstétricales gravissimes, où parfois se rajoute la violence des sociétés patriarcales envers les femmes, et notamment, et je m'en excuse, dans les régions où domine la religion musulmane. Sans oublier en miroir les violences envers les soignants de la part des familles, des maris et des communautés. La troisième violence est celle subie par les jeunes bénévoles, médecins, sages-femmes, membres d'ONG du Nord, sortis des écoles et envoyés sans formation, entre guillemets, africanisées ou tropicalisées, dans des structures reculées et surtout non préparées à ce choc de culture où la vie côtoie en permanence la mort, loin, très loin, de nos salles aseptisées et de nos protocoles réducteurs. Nous allons développer ces 3 thèmes successivement et ensuite nous essaierons de proposer des solutions simples, peu coûteuses, pour améliorer la prise en charge des femmes enceintes africaines, et ce sera notre expérience et les formations prodiguées à Gynécologie sans frontières. C'est le moment de rappeler qu'en 2050, donc presque demain, 9,8 milliards de terriens, 1,3 milliard seront en Afrique. Un homme sur 3, âgé de 15 à 30 ans, vivra en Afrique, et un Africain sur 2 vivra en ville. Le Nigeria ainsi passera de à peu près 191 millions à 410 millions, plus que les États-Unis. En 2010, 40% de l'humanité sera africaine, avec 4,5 milliards d'habitants. Je souhaiterais vous parler tout d'abord d'un très beau livre, personnel, plein d'humanité et d'empathie universelle, Rivage de fuite, écrit il y a 20 ans par le docteur Roger Géraud. Gynécologue obstétricien, ex-OIA, je fus aussi le président fondateur de Gynécologie sans frontières en 1995. 20 ans se sont écoulés, une éternité pour nous en Europe, mais pour l'Afrique, c'est bien peu. Comme si le temps s'était arrêté à Bamako, à Antananarivo, à Cancan, à Panzi ou à Sikasso. Le docteur Denis Mukwege, notre ami à Gynécologie sans frontières,
dans son dernier ouvrage remarquable, La force des femmes, rappelle que les femmes congolaises accouchent ou meurent en 2020 comme leur mère et leur grand-mère il y a 20 et 40 ans. Cette affirmation pleine de lucidité et de vérité caractérise aussi malheureusement les naissances dans de très nombreux autres pays africains, même si nous notons des progrès selon les régions du monde. La première des violences est l'état de la santé maternelle dans la plupart des pays africains où la mortalité maternelle reste catastrophique et endémique. La mortalité maternelle en Afrique reste un véritable fléau, nous l'avons dit tout à l'heure, selon les sources officielles ou officieuses et selon les pays. Qu'il s'agisse de naissances en brousse, en zone rurale, loin des centres de santé ou dans les villes, hors des structures sanitaires, car les femmes sont trop pauvres, le résultat est le même. En moyenne, une femme sur 200 meurt à l'occasion de sa grossesse et les taux sont de 500 décès pour 100 000 naissances. Le risque de décès maternel durant la vie d'une femme, par exemple au Cameroun, est d'1 sur 40, comme dans bien d'autres pays voisins. Mais ces chiffres sont trop souvent sous-estimés, car toutes celles qui meurent à leur domicile ne sont pas comptées. Ils n'ont pas vraiment évolué ou très peu. Seuls environ 60% des naissances se font avec un personnel soignant, qualifié, pas toujours synonyme de la qualité de sa pratique, de son expérience, vu son isolement. Denis Mukwege parle d'abandon et de violences faites aux femmes. Il va jusqu'à dire que le taux de mortalité maternelle au Congo a empiré tout le long de sa carrière. Chaque jour, et Thomas nous l'a rappelé tout à l'heure, de par le monde, 800 femmes au moins meurent de complications de leur grossesse ou de leur accouchement. Un décès toutes les 2 minutes, c'est la principale des violences. Nous sommes loin des objectifs du millénaire et du développement, l'OMD, successivement annoncés. 2015, 2020, 2030, où on espère une mortalité maternelle sous les 70 pour 100 000 naissances. La santé reste, pour la plupart de ces femmes africaines, malheureusement, un privilège et non un droit. La situation n'a pas beaucoup changé en 20 ans. Rappelons ces 2 proverbes africains. La femme qui accouche a un pied dans ce monde et un pied dans l'autre monde. Ou bien la santé de nos peuples débute dans le ventre de nos mères. Et j'ai rajouté ce proverbe français que j'ai entendu quand j'étais jeune et gamin. La femme qui accouche a un pied dans la tombe. J'entendais ça en début de carrière. Pourquoi la santé maternelle reste-t-elle aussi catastrophique malgré toutes les aides internationales? À qui la faute? Je vous rappelle cette phrase d'un ancien patron de la FIGO. Les femmes ne meurent pas à cause des maladies que nous ne savons pas traiter. Elles meurent parce que les sociétés n'ont pas encore pris la décision que leur vie mérite d'être économisée. Alors à qui la faute? Aux gouvernements successifs, à leur incurie envers les femmes, au manque d'engagement politique en faveur des femmes, considérées comme inférieures, incapables de fournir les infrastructures nécessaires pour donner la vie dans de bonnes conditions, au manque de coordination et de partenariat entre les grosses ONG, ou bien au manque de support financier aux corruptions étatisées, à l'augmentation de la pauvreté, au statut inférieur ancestrale et patriarcale de la femme, aux guerres qui désorganisent les systèmes de santé déjà bien fragilisés, eh bien je crois qu'on peut répondre à qui la faute? À tous et où? À personne. Ou encore à certains patrons d'obstétrique qu'on peut rencontrer qui préfèrent les salons internationaux aux investissements et engagements pérennes sur les terrains éloignés, loin des lumières des villes, en soutenant et en accompagnant leurs anciens élèves dans les zones rurales. Très rares sont les Denis Mukwege
Georges Boëllet ou Marguerite Barankitzé, qui font honneur aux hommes et aux femmes humanistes. Nous devons également parler des grossesses chez les jeunes filles et les mariages arrangés. Mariage arrangé et forcé à l'origine de bien des complications si elles échappent à la mort maternelle, les maladies handicapantes, invalidantes à vie, telles que les fistules obstétricales les guettent. On les appelle les maudites au Burundi, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Ce sont encore des violences faites aux femmes. La plupart des pays d'Afrique ont une population très jeune. Le Cameroun, par exemple, plus de 44% de la population a moins de 15 ans. Le taux de natalité des adolescentes entre 15 et 19 ans est de 119 naissances par an pour 1000 filles. Et la prévalence contraceptive moderne plafonne à 21%, chiffre de 2014, mais qui est toujours valable à la date d'aujourd'hui. Je ne peux terminer ce premier chapitre sans évoquer deux autres formes de violence. Celle de très nombreux médecins, sages-femmes, infirmiers, soignants, études terminées et diplômés, qui sont sans travail, rémunérés, fixes, par manque de création de postes publics financés. Il s'agit d'une maltraitance envers ceux qui se sont engagés dans des études longues et coûteuses, aux familles endettées pour la santé de leur peuple. Ou encore celle de ces très nombreux médecins venus du Sud terminer leurs études médicales en France ou en Europe et qui ne sont jamais repartis. Ils sont très nombreux dans nos hôpitaux qui, sans eux, fermeraient dès demain. Nous en connaissons tous et c'est nous qui sommes maltraitants envers ces populations. La deuxième violence que je vais évoquer aujourd'hui est le comportement des soignants, matrones, sages-femmes, infirmières accoucheuses, médecins, très souvent isolés, perdus devant des situations obstétricales gravissimes où parfois se rajoutent les violences des sociétés patriarcales envers les femmes. Au sujet des grossesses, voici ce que Roger Géraud écrivait. La naissance en Afrique évoque l'ordalie, c'est-à-dire le jugement de Dieu. Certes, les femmes sont là, elles doivent être ménopausées, celles qui accompagnent. Certes, les vieillards sont là, ainsi que l'amie pratiquante chargée des prières, mais on se fie à la volonté de Dieu. C'est l'obstétrique spirituelle, d'où la terrible mortalité. Si l'enfant vit, c'est Dieu qui l'a voulu. Si l'enfant meurt, c'est Dieu qui l'a voulu. Je vais citer notre ami Philippe Harvis, gynéco, membre de Gynéco sans frontières, ici présent. Les publications internationales, l'OMS, UNICEF, montrent en effet que le personnel soignant est lui-même responsable de violences volontaires ou involontaires durant la prise en charge des femmes enceintes. Les différents types de violences obstétricales sont bien documentés. Violences physiques et verbales, refus de soulager la souffrance, manque de compassion, absence de consentement aux soins, non-respect de la pudeur et de la confidentialité, manque de respect, discrimination financière, sociale, ethnique, religieuse ou détention dans la structure sanitaire. Et d'insister, ces maltraitances peuvent avoir des conséquences très graves, augmentation de la mortalité de la mère et de l'enfant, souffrance physique et psychique, mais aussi sous-utilisation des maternités publiques par crainte de maltraitance. Mais cette situation très préoccupante, faite de peur, d'ignorance, d'incompétence et de violence, m'interpelle, moi qui ai eu le privilège depuis plus de 50 ans d'avoir traversé bien des salles de naissance. Lors de mes premières gardes de jeunes internes dans le CHU marseillais, ce n'était pas très différent de ce que nous vivons actuellement en mission africaine. L'espoir est donc permis. La troisième violence est psychologique, celle subie par les jeunes bénévoles, médecins, sages-femmes, membres des ONG du Nord, sortis des écoles et envoyés sans formation
africanisés, dans les structures reculées et surtout non préparées à ce choc brutal de culture et de société. Je citerai un travail remarquable d'une de nos amies pédiatres et anthropologues, le docteur Christine Cabane, qui a vécu l'expérience, le temps d'une mission d'immersion dans une bonne maternité, entre guillemets, en Guinée-Conakry. Elle rappelle qu'il est très difficile, dans un contexte social de pauvreté chronique, où les préoccupations de survie au jour le jour sont dominantes, d'inculquer une culture d'anticipation, surtout si les soins sont payants dans ces sociétés où les revenus quotidiens sont informels. Il faut avoir connu le désespoir, la souffrance, le psychotrauma de ces jeunes sages-femmes ou infirmières lors de leur première immersion en terre africaine, devant la vie qui se dérobe et souvent la mort qui rôde dans ces salles obscures, devant des naissances prématurées, des souffrances fétales aiguës de fin de travail mal surveillées, ces nouveau-nés fragiles et futurs handicapés que l'on néglige ou que l'on oublie sur une paillasse, car ils n'auront pas leur place au retour dans le village. La vie est très souvent cruelle sous les tropiques. Alors, que peut-on essayer de faire pour que cela change ? Notre expérience formatrice et nos propositions en gynécologie sans frontières. Tout d'abord, les formations en gynéco-obstétrique humanitaire, l'FGOH, depuis plus d'une dizaine d'années, 2 fois par an, on organise, là vous avez sur l'écran les villes passées et à venir, où nous avons tenu ces formations. Et ces formations sont destinées aux candidats au départ, avec GSF ou avec une autre ONG, amis et partenaires qui font souvent appel à nous. Quelques images des promotions antérieures. Voilà. En 10 années, plus de 600 bénévoles ont été ainsi formés et mieux préparés, sans oublier bien sûr les journées humanitaires que nous organisons. Depuis de nombreuses années, nous participons à l'invitation d'ONG ou associations locales à des missions de formation à l'amélioration de la santé maternelle à travers des enseignements type SONU, les soins obstétricaux néonataux d'urgence, essentiellement pratiques et adaptés aux conditions locales. Il en a été ainsi ces dernières années au Burundi, au Cameroun, en République centrafricaine. Le but est de former de futurs formateurs plus aptes à faire passer les messages et leur expérience nouvelle, à renforcer leurs capacités plutôt que ceux venus du Nord. Je vous passe rapidement quelques images. Donc ça, c'était au Burundi, à l'hôpital Réma. On était jeunes à l'époque. Je passe. Plus récemment, l'émission au Cameroun avec une association remarquable qui s'appelle ASCOVIM. Rien que le titre, Association des compétences pour une vie meilleure, où nous avons fait donc ces dernières années plusieurs missions d'une quinzaine de jours. Et on a formé à peu près chaque fois 80 participants. Ces participants étaient des sages-femmes, des infirmiers accoucheurs, des médecins, des zones rurales, des matrones. Et essentiellement une formation pratique avec des ateliers de réanimation néonatale sur mannequin. Le partogramme, c'est un des morceaux de choix qu'on a plusieurs fois repris parce que dans bien des endroits, on a dit il faut faire les partogrammes sans explication. Et souvent, c'était vécu comme un contrôle a posteriori. Et s'il n'y a pas de partogramme, il n'y a pas de paiement. Donc, vraiment, il y a eu beaucoup de mal, mais on est arrivé à faire passer les messages. Partogramme encore et encore. Les sutures de nouveau. Et puis, on leur a expliqué l'accouchement du siège, l'apprentissage de la ventouse. Voilà, donc les participants de l'année dernière, de cette année, essentiellement au compagnonnage que l'on fait. Et puis les promotions, je passe vite tout ça. Voilà. Il y a une prochaine mission qui est prévue en octobre-novembre 2022. Ce partenariat est un compage et surtout une amitié avec ces équipes-là. Le docteur Georges Bouillet, je passe. Voilà. Il y a eu également l'année dernière à peu près le même type de mission en République centrafricaine menée par Gilles Doptin en juillet et les missions au Togo en début d'année et qui depuis 2017 également.
Donc je vais vous parler un petit peu de ces missions au Togo sur les violences obstétricales menées par Philippe Arvis et Jean Vialard pour Gynéco sans frontières. C'est un travail remarquable et très original. Il y a eu dans un premier temps des formations sur les luttes contre la douleur en obstétrique, une autre violence faite aux femmes, c'est le mal Joly que vous connaissez. Et ensuite, on suivit rapidement des formations sur les violences obstétricales. L'objectif principal de ces formations est un changement de comportement et non l'acquisition de compétences techniques nouvelles. Cette formation a nécessité des outils pédagogiques adaptés. La technique du théâtre forum a été retenue car elle a fait ses preuves dans la gestion des situations stressantes et conflictuelles. Les objectifs secondaires sont la formation de formateurs locaux susceptibles d'assurer une formation continue, le dépistage systématique des violences faites aux femmes en consultation prénatale et l'initiation des soignants à la gestion des conflits avec les usagers, auxquels ils sont fréquemment confrontés. Les formateurs sont des acteurs professionnels de la compagnie théâtrale, du théâtral Niagbé, fondé à Lomé en 2013 par M. Olivier Dubois et qui applique déjà le théâtre forum en milieu scolaire depuis 2015. Le principe du théâtre forum est d'interpréter des petites scénettes représentant les principales violences observées. Chaque scénette est interprétée une fois, puis rejouée jusqu'à trouver une issue favorable consensuelle. Au cours des jeux, le public intervient en prenant la place des acteurs pour modifier les comportements jugés inappropriés. Un animateur fixe les règles du jeu, aide à explorer toutes les portes de sortie possibles et synthétise les réponses apportées. En fin de session, une synthèse est rédigée en commun sous la forme d'un code de bonne conduite. Au total, entre 2020 et 2021, 76 maternités du Togo et près de 400 soignants ont reçu cette formation. Nous arrivons aux conclusions. On s'est donc proposé une analyse sans concession, sans doute non politiquement correcte, mais tout à fait en accord avec notre charte de GSF, également de témoigner. Pour nous, les principaux responsables de toutes ces violences, avec un grand V qui perdure, sont les politiques de misère accordées à la santé, et plus particulièrement à la santé maternelle dans la plupart de ces pays par leurs dirigeants successifs. Que peuvent faire les ONG, celles qui font essentiellement du développement et non de la substitution? Pas grand-chose, si ce n'est de s'impliquer dans les politiques de santé des pays qui nous accueillent en préconisant, par exemple, la gratuité des soins durant les maternités afin de faciliter la prise en charge maternelle et néonatale. Mais cela est très difficile. Citons un exemple de politique bénéfique des chèques santé au Cameroun qui est en train de réussir dans la région septentrionale du pays, l'extrême nord, le nord et la Damawa, là où la mortalité maternelle et infantile était la plus élevée du pays. Les femmes ayant acheté le chèque santé environ 6 000 francs CFA, c'est à peu près 10 €, vont avoir un suivi de grossesse satisfaisant, 4 consultations prénatales, le bilan sanguin de début de grossesse, une échographie, un transfert si besoin, un accouchement dans une structure de santé médicalisée et éventuellement une césarienne. D'autres exemples existent dans d'autres pays. Constatant comme beaucoup que les problèmes graves, les décès maternels et néonataux sont essentiellement dus à défaut de suivi des grossesses ou des références tardives faites dans de mauvaises conditions, il nous faudrait, nous, ONG spécialistes, engagés dans le développement, et je le répète, non dans la substitution, encore plus travailler avec nos amis et partenaires sur le parcours de soins à l'échelle de la pyramide sanitaire, centre de santé de base, centre de santé de référence et hôpital régional. Travailler aussi sur le référencement précoce, l'organisation des transferts. Même si ces parcours de soins ne sont jamais rigoureusement semblables, ils obéissent à des multitudes logiques, culturelles, géographiques, sociales, économiques, qui sont quasiment les mêmes dans tous les pays africains de même niveau de développement. Il faut reconnaître peu d'améliorations notables depuis l'an 2000, malgré les sommes colossales engagées par toutes les ONG, l'UFPA, depuis plus de 20 ans. Le chemin est encore long et pénible avant que les femmes africaines
puissent bénéficier d'une grossesse et d'une naissance heureuse sans violence. Continuons à humaniser l'humanité, comme le dit souvent notre amie Marguerite Barankitzé, mais ce n'est pas parce que la tâche est immense et peut nous dérouter et nous décourager que nous, gens du Nord, devons renoncer, car elle est aussi passionnante et gratifiante. Nous terminons, comme nous avons commencé avec Roger Géraud, qui parlait de la naissance comme un maillon dans l'ancestralité. Elle vient d'eux et va vers. Une femme stérile rompt la chaîne, une femme féconde la perpétue. Poursuivons notre engagement sincère et bénévole en rappelant la charte de Gynécologie sans frontières, former, accompagner, transmettre sans se situer, et je rajoute aujourd'hui, témoigner et proposer. Je vous remercie. Quelle question à Serge? Poète et photographe. Hein. S'il n'y a pas de questions, vous avez dans le dernier mot 15. Je vais continuer, s'il n'y a pas de questions. Oui. Mais on va vous apporter un micro. Moi, je suis évidemment d'accord avec tout ce que vous avez expliqué. Je trouve que le travail que vous faites est un travail remarquable. Je n'ai jamais été Cameroun, Togo, dans ces pays-là. Je vais depuis plus de 10 ans en République démocratique du Congo. Et malheureusement, ce qu'a raconté le docteur Mukwege, je le vois. Je suis à Kinshasa. Et ce qui me frappe, c'est que la formation des médecins, même généralistes, est remarquable. Mais je trouve que le gros problème, c'est la pauvreté. Kinshasa, c'est 16 millions d'habitants, une mégalopole incroyable, avec une mortalité maternelle horrible, 2%. La capitale du Congo, de la République démocratique. Et je trouve qu'il faudrait parvenir à convaincre les autorités de créer une sécurité sociale. Depuis que j'y vais, je me rends compte de la chance incroyable que nous avons en Europe d'avoir une sécurité sociale. Aux États-Unis, en République démocratique du Congo, leur sécurité sociale, c'est la taille de leur famille. C'est pour ça que dans l'hôpital où je travaille, la contraception est gratuite et est proposée à chaque femme qui accouche et personne ne la veut. C'est un travail d'éducation à faire aux patientes et c'est un travail d'éducation à faire aux responsables politiques. Vous avez tout à fait raison et merci pour votre témoignage. Moi, ce qui m'a le plus choqué lors des dernières missions dans différents pays, c'est que, vous avez raison, on forme très bien les médecins, on forme très bien les sages-femmes, mais lorsqu'ils ont leur diplôme, il n'y a aucun poste hospitalier, nulle part. Et ils n'ont pas les moyens de s'installer non plus en privé. Donc ça fait des chômeurs sans subside à la fin du mois, et c'est vraiment dommage. Soumaïla ? Oui, merci bien Serge. En fait, moi, c'est juste pour confirmer tout ce que vous venez de dire. Je me retrouve étant en France, en Afrique, parce que vous n'avez fait que retracer la réalité de nos pays respectifs. Et j'avoue, c'est juste pour remercier aussi GSF pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'elle fait pour ces populations qui sont dans le besoin. Et à travers vous, nous confirmons ici que nous avons bénéficié de l'accompagnement en termes de chirurgie de formation en SONU et également tout ce qui est la santé de la mère. Et GSF est prêt à nous accompagner. Donc, c'est le lieu de remercier à travers mon adorable père que j'ai nommé ici Claude Rosenthal avec son ami Serge. Donc, vraiment, c'est pour moi une occasion de
de remercier le GSF et aussi de préciser que tout ce que vous venez de dire, c'est une réalité de nos pays, eu égard au taux de mortalité et de morbidité liés à ces aspects d'accouchement chez ces femmes-là. Merci bien. Merci de ton témoignage. Merci beaucoup, Soumaïla. Puis tu vas te retrouver bientôt dans l'exposé, tu vas voir. Mais ce que je vais vous dire va être beaucoup moins poétique, mes photos sûrement beaucoup moins belles que celles de Serge, ou en tous les cas, elles seront peut-être plus trash. Qu'est-ce qu'on n'entend par les complications obstétricales handicapantes? Grossièrement, c'est 3 complications majeures. La fistule, comme vous voyez sur la photo de droite, grâce au bleu qui s'écoule, injecté par l'urètre, vous voyez cette petite fistulette. Quand on a ça, on est content parce que ça se répare facilement. Vous avez un prolapsus chez une femme qui a 30-35 ans. Vous voyez simplement, non pas que le prolapsus, vous voyez la macération qui montre aussi la qualité des soins, la qualité effectivement de, comment dirais-je, de vie que peuvent avoir ces femmes victimes de prolapsus. Et puis ensuite, à côté, vous avez l'incontinence urinaire. Je crois qu'il est très important de comprendre un petit peu la physiopathologie de ces maladies handicapantes. Si on veut comprendre immédiatement qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut proposer, qu'est-ce qu'on peut apprendre déjà, qu'est-ce qui devrait être fait en protection. Il y a 3 grandes causes qui vont entraîner toutes ces maladies handicapantes. La première, c'est la compression, c'est l'enclavement de la tête dans le pelvis. Vous le savez, dilatation complète, la tête se coince, et elle va rester coincée pendant des heures et des heures, pour ne pas dire des jours et des jours, avant qu'il y ait une délivrance d'une façon ou d'une autre, la plupart du temps sur un enfant mort. Les manœuvres, bien sûr, les manœuvres et les traumatismes instrumentaux lors de l'accouchement font également partie des dégâts qui vont être responsables de dégâts anatomiques. Et puis, tout à l'heure, Thomas vient de bien le préciser, sont la césarienne. Il faut dire que dans ces cas, lorsque cela va entraîner des maladies handicapantes, ce sont des césariennes qui sont faites dans des conditions un petit peu spéciales, puisque le travail est depuis plusieurs heures, le segment inférieur est complètement œdémacié, tout se déchire avec une facilité, et même si on est un bon opérateur, il peut y avoir des lésions secondaires. Je reviens sur la compression. La compression, qu'elle soit liée à une dystocie osseuse et une dystocie de présentation, qu'est-ce qu'elle va entraîner, la compression? La compression, elle va entraîner la compression de l'urètre. Qu'est-ce que ça va être, la compression de l'urètre? Ça va être une dilatation, un globe vésical. Et quand la vessie fait un globe de 1 litre et que la tête est à côté, entre la vessie et la tête, il y a la paroi du vagin et la paroi de la vessie. Et bien entendu, au bout d'un certain nombre de temps ou d'heures, ça va se nécroser par cette compression. Simplement, si on sondait une femme à dilatation complète, on diminuerait les fistules obstétricales. Je ne peux pas vous dire parce qu'il n'y a pas d'études qui ont été faites, mais je suis à peu près sûr au moins de 20 à 30%. Simplement un sondage. Je fais un plaidoyer devant mes amis pour sonder les femmes qui accouchent. Au moment de l'accouchement, c'est un simple geste qui va diminuer facilement le taux des fistules. Les fistules basses, ce sont un petit peu la conséquence des arrachements liés à de l'extraction instrumentale difficile. C'est vrai aussi qu'on peut être responsable quand on amène des ventouses, quand on amène des forceps, on amène des spatules, et que derrière, il n'y a pas une connaissance de la mécanique obstétricale. On sait qu'on va créer des traumatismes. Là aussi, il ne faut pas donner d'instruments d'extraction sans un mode d'emploi absolument précis si on veut éviter ça. Et comme chez nous, et essayer d'éviter également les pressions abdominales. Voilà, importance de l'enseignement de la mécanique obstétricale. Et la troisième chose,
Tu as assez insisté sur surtout, bien sûr, le risque de rupture utérine. Mais moi, je vais insister aussi, lié justement au fait qu'il y ait eu cet enclavement de la tête avec l'œdème, avec un segment inférieur, avec des chirurgiens qui ne sont pas toujours entraînés avec la multiparité, c'est le risque de fistule vésico-utérine. Et au jour d'aujourd'hui, le nombre et le taux de fistules vésico-utérines augmente. Or, la fistule vésico-utérine, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Ça ne va pas s'opérer par voie basse, comme une fistule normale. Ça va s'opérer par voie haute. Je reviens juste une diapo sur ce que tu as dit tout à l'heure. Moi, j'avais mis entre 10 ou 25% les limites. C'est vrai qu'en dessous de 6. Je reviens comme toi sur le nombre de taux de césarienne supérieur à 50% dans beaucoup de pays. Mais voilà ce qui se passe. Si on veut aborder une fistule post-césarienne, il faut ouvrir par voie abdominale, il faut la faire par transvésicale, il faut ouvrir la vessie. Donc ça demande quand même des connaissances déjà un petit peu plus poussées que le simple traitement de la fistule par voie vaginale. D'où l'intérêt de faire très attention à ces fistules, à ces césariennes que l'on fait et au suivi post-césarienne. Je ne reviendrai pas sur la charte de GSF, formé accompagné, elle a été fortement citée. Je reviendrai par contre sur les principes humanitaires que nous avait imposés, pas imposés non, mais conseillés à Gynécos sans frontières, Jean-François Mattei. Ce principe de bienfaisance que nous disait Diderot, il ne suffit pas de faire le bien, encore faut-il bien le faire. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Par exemple, c'est ne pas amener en Afrique des médicaments parce qu'ils sont périmés. S'ils sont périmés en Europe, ils sont périmés en Afrique. Il ne faut pas amener des machines parce qu'elles sont périmées en Europe, elles sont périmées en Afrique. Donc ça, c'est interdit simplement. Il ne faut pas simplement, et j'ai été le premier à le faire, et je vais vous expliquer un petit peu plus tard, il ne faut pas amener du matériel, et leur dire voilà le matériel dont je vais me servir, et puis repartir chez vous avec le matériel dans la poche. Vous avez simplement créé un besoin et vous n'allez pas le satisfaire par la suite, c'est absolument pas normal, et il ne faut pas déstabiliser. Et on l'a vu en Haïti, à Mada, dans beaucoup d'endroits, il ne faut pas apporter la gratuité dans un pays où les soins sont payants. En tous les cas, il faut réfléchir à ce qu'on fait, parce que si vous amenez la gratuité quelque part, vous allez attirer tous les gens vers vous pour venir se faire soigner. Mais le jour où vous partez, là, vous avez déséquilibré et complètement déstabilisé la situation. Et là, je vous mets cette diapo parce que je m'accuse. Quand je suis venu, quand j'ai commencé à aller aider, accompagner en Afrique, j'ai apporté avec moi ma boîte d'instruments. J'avais mes valves de Breski, j'avais mes valves de Mangiagali. J'arrivais là-bas et je leur montrais les prolapsus. Regardez comment on rentre dans une fosse pararectale, regardez ci, regardez ça. Et puis, au bout de 15 jours, vous allez continuer, les gars, mais moi, je vous ramène ma boîte. Ça ne m'a pas paru, ça ne m'a pas sauté aux yeux tout de suite. Il a fallu que je comprenne que je faisais une énorme bêtise, simplement en reprenant mes instruments. Non, si on va accompagner nos amis sur place, si on va faire du compagnonnage, il faut se servir de leur boîte et pas de la nôtre. De même, il ne faut pas amener des tissus, il ne faut pas amener des instruments, il ne faut pas amener du matériel, par exemple, qui risque d'être plus dangereux qu'utile. Le principe de non-malfaisance, c'est par exemple vouloir opérer à tout prix. La bistourite est dangereuse, la bistourite tue. Il faut, par exemple, en matière de prolapsus, on ne meurt pas d'un prolapsus. On est gêné, on ne meurt pas d'un prolapsus, mais on peut très facilement mourir de l'intervention chirurgicale. Par exemple, lorsqu'on répare une fistule, c'est une fistule recto-vaginale, on va dériver les matières par une colostomie. Réfléchissons un petit peu à ce qu'on fait avant de faire une colostomie. Là-bas, vous n'avez pas de poche de colostomie. Comment vous allez équiper ces dames avec du papier de congélation,
sur la photo de droite, c'est une tongue qu'elle a découpée pour tenir un tissu. Alors il faut vraiment réfléchir parce que de grosses difficultés de vivre, on va transformer sa vie en un enfer si justement il n'y a pas la possibilité de répondre à la colostomie qui était faite, et c'est valable pour des tas et des tas d'autres gestes. La particularité de la chirurgie, je vous donne mon expérience, c'est savoir s'adapter. Quand on va rentrer dans la plupart, et là j'ai choisi au hasard de mes rencontres certains lieux, et vous n'allez pas avoir forcément les lave-mains d'eau stérile avec les brosses, avec l'ibiscrub, avec la bétadine, avec tout ce que vous voulez. Il faut vous adapter. Parfois, vous allez être choqué quand vous êtes plusieurs dans une salle d'opération avec la dame qui vient faire le ménage au milieu, et vous vous dites, bon sang, si mon responsable du clin en France voyait ça, je pense que ça pourrait poser des problèmes, mais non. Et puis là encore, eh bien, qu'est-ce que vous voulez? Il faut quand même opérer, même si vous ne rentrez pas dans la blouse, hein, c'est pas une problématique, et il faut opérer avec, la plupart du temps, ben voilà, vous avez au moins une valve, et puis vous avez quelques cochères, vous avez quelques Kelly, et il faudra tout faire avec ça, parce que vous n'aurez pas d'autre chose, et il faut vous adapter. Si vous ne vous adaptez pas, il faut faire autre chose. Vous n'aurez pas d'éclairage, et ben il faut prendre une frontale. Il faut vous adapter à la pathologie, hein, et en particulier aux pathologies locales. Quand une femme a 18 ou 20 ans et a ce prolapsus, vous vous posez des questions. Soumaïla, qui est là, il en a vu à 20 ans des prolapsus comme ça. Quand vous faites un fibrome ou un kyste de l'ovaire et que vous avez l'impression d'une grossesse de triplet, c'est vrai que chez nous c'est rarissime, mais vous allez avoir et être confronté à une pathologie complètement différente, et il faut vous y adapter. Et quelque part, nous qui venions justement un peu en donneur de conseils, eh bien la première des choses que reçoivent les donneurs de conseils des formations humanitaires, c'est justement l'information venant des autres, de ceux qu'on vient former. À Gynéco Sans Frontières, notre formation se fait bien sûr d'abord de façon théorique. Richard Villet, Denis Mukwege, chez lui à Panzi, vous voyez, on est en cours de formation, la théorie est fondamentale. La consultation, bien entendu, doit être accompagnée, comme vous le constatez. Et j'ai été aux côtés de cet homme-là, qui est là dans la salle, qui est Soumaïla. J'ai jamais pris son fauteuil. On est à côté de lui, on suit les consultations, mais on remplace pas. On ne remplace pas d'abord parce qu'on n'a pas ni les habitudes, ni forcément la langue, mais surtout on est à côté, on est avec, mais on n'est pas et on ne sera pas à la place. Et ça, c'est fondamental de le dire. Et puis, il y a le compagnonnage en salle d'intervention. Formation, première étape, il est classique dans des interventions plus ou moins ou mal connues, eh bien, de le faire la première fois. Hein, donc, on est à la tête. La deuxième fois, dès que l'ami que l'on vient former ou le médecin que l'on vient former commence à savoir faire, on a l'impression, en tous les cas, qu'il sait faire. Eh bien, on passe à côté, on devient laide. Et puis, c'est déjà relativement difficile. Regardez Richard Villet, il a la main, il n'arrive pas à retenir sa main, il est prêt à la mettre. Donc, c'est quelque chose qui est difficile, mais bien sûr, on n'est plus laide, on est dans la salle, on regarde, mais on donne des conseils, mais on n'intervient plus dans le monde opératoire. Et l'étape 4, eh bien, on n'est pas dans la salle. On a fini. Voilà comment, normalement, à GSF, on conçoit cette formation. Et elle doit se faire forcément en 4 étapes. Alors, ça peut prendre 15 jours. J'ai été chez Soumaïla, qui est ici. En 15 jours, on est passé de l'étape 1 à l'étape 4. Mais on peut passer 2 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça dépend des endroits, ça dépend des chirurgiens, bien sûr, ça dépend des personnes, ça dépend de nombreux facteurs. Je veux vous dire simplement 2 mots, justement, à propos de ces pathologies que l'on rencontre et un petit peu de leur spécificité.
Pour ça, je vais vous raconter une histoire. J'en parlais à Soumaïla ce matin quand on m'a envoyé la première fois pour un gynéco sans frontières. On m'a dit, tu vas au Burundi, tu vas aller opérer des fistules. J'avais jamais vu de fistule en France et je savais pas trop où était le Burundi. Hein. Donc je suis parti là-bas et la première des choses que j'ai compris quand j'étais là-bas, c'est que je ne savais pas opérer les fistules. Et je vais vous dire pourquoi je ne savais pas opérer les fistules. La première, c'est parce que j'ai passé ma vie en tant que gynéco à éviter les urtères, à éviter la vessie. Or, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a une fistule vessie ouverte? C'est repérer les urtères, les cathétériser quand on a des sangs urétérales, c'est prendre la vessie, la décoller, parfois la décoller de la symphyse, et je peux vous dire que ce n'est pas forcément facile tous les jours. Et ça forcément, je ne savais pas bien le faire. Donc, il y a ce côté formation urologique, comme lorsque vous voulez réparer une fistule post-césarienne où vous devez passer à travers la vessie. Ça ne s'invente pas quand vous êtes gynéco, il faut que vous ayez une formation urologique. Par contre, là où les urologues étaient très mauvais, c'est quand ils voulaient faire une suture vaginale ou une suture de leur vessie, ils ne savaient pas libérer sur les côtés, ils ne savaient pas prendre de la place. Heureusement qu'il y avait le gynéco qui, lui, savait rentrer dans les fosses paravésicales ou pararectales, qui pouvait libérer complètement de la paroi vaginale et permettre une suture non tendue, en tous les cas pas sous tension. Mais parfois, par contre, quelques difficultés avec le côté digestif. Il ne faut pas qu'on oublie, quand on fait de la fistule, que c'est quand même 3 orifices, hein, et que 3 appareils, que l'appareil urinaire, l'appareil génital, l'appareil digestif sont côte à côte, et que quelque part, il faut être spécialiste dans ces 3 disciplines. Et c'est en ce sens que la chirurgie de la fistule est une chirurgie, je dirais, d'ensemble, une chirurgie qui demande en tous les cas une formation pluridisciplinaire. Le prolapsus également, quand j'ai fini en France avant de partir faire avec GSF de la formation chirurgicale, j'avais une idée très particulière du prolapsus. Le prolapsus, c'était un organe qui allait descendre, c'était surtout en post-ménopause, c'était surtout une cystocèle avec un éclatement de la paroi antérieure du vagin ou une rectocèle avec en arrière. Quand je suis arrivé en Afrique, et en particulier quand j'ai essayé de découvrir le milieu des fistules, eh bien, je me suis aperçu qu'il y avait des prolapsus, que des femmes ne savaient pas trop si c'était fistule ou prolapsus, et que le prolapsus africain, il était très particulier. En effet, ce prolapsus, qui survenait parfois quelques mois, dans les 3 à 6 mois après un accouchement, c'était un prolapsus qui n'avait pas de cystocèle, il n'y avait pas de développement médian, il n'y avait pas de développement de rectocèle. On m'avait appris, moi, en France, que pour faire un prolapsus, il y avait une triple intervention. On faisait une hystérectomie, ou on faisait une colpectomie antérieure, une colpectomie postérieure, une myographie postérieure. Attention, ce n'est pas adaptable. Et donc, ce prolapsus latéral, qui vient simplement d'un décrochage de tous les moyens suspenseurs de l'utérus, c'est quelque chose que j'ai appris à connaître en Afrique. Même si, comme on me l'a dit hier soir, il y a des pathologies du collagène qui peuvent faciliter ce type de prolapsus, il ne ressemble pas au prolapsus caucasien. Ce prolapsus, en effet, il atteint des femmes jeunes qui, et c'est normal, ont envie d'avoir des rapports sexuels, ont envie d'avoir des règles, ont un désir de grossesse, parce que très souvent, en plus, ce prolapsus qui a été occasionné par une compression qui a entraîné une dévascularisation des moyens de soutènement dans le bassin, s'est accompagné malheureusement d'une mort fœtale. Donc on comprend que derrière, il y ait un désir de grossesse. Et ça, ce sont des femmes de très très jeunes. Donc il faut réfléchir et il faut leur proposer
d'être conservateur, de ne pas enlever l'utérus, et il faut essayer de réparer latéralement, parce que le décrochage, il est latéral, donc il n'est pas question de faire de colpectomie, il n'est pas question de raccourcir le vagin, il faut refixer latéralement, et il faut garder une perméabilité vaginale profonde. Pour ça, je ne veux pas détailler les techniques, mais on utilise des techniques par voie transobturatrice ou par voie glutéale, c'est-à-dire à travers la fesse, par voie transsacro-épineuse. Mais l'Afrique, ce n'est pas que les salles d'opération que je vous ai montrées tout à l'heure. À Sikasso, au Mali, il y a de la célioscopie. À Panzi, il y a de la célioscopie. Dans beaucoup d'endroits d'Afrique, il y a de la célio. À Kinshasa, il y a de la célio. Il y a des endroits de la célio. J'ai vu faire de la promontofixation célio. Donc, il ne faut pas non plus qu'on mette l'Afrique dans une catégorie comme je vous ai montré dans les premières images. Ce n'est pas ça du tout. Aujourd'hui, et le dynamisme de l'Afrique de demain le prouve, Serge, tu l'as bien montré, aujourd'hui, il doit y avoir cette prise en charge, par exemple, des prolapsus par promontofixation, par célioscopie. La célioscopie va rentrer forcément, progressivement, dans les habitudes. Et il y a beaucoup d'endroits où, eh bien justement, puisqu'on a accompagné nos amis dans la chirurgie vaginale, il serait souhaitable de continuer à les accompagner dans la chirurgie célioscopique. Je dis un mot de l'incontinence urinaire. Il n'y a pratiquement pas possibilité d'avoir des moyens, les moyens aujourd'hui, je dirais, commerciaux de soutènement, parce que c'est beaucoup trop cher. On a pu faire des bandelettes sous-urétrales dans des plaques, bien sûr, on peut le faire. Je dirais non, faites pas attention. L'incontinence, c'est un handicap, certes. Mais si vous transformez une incontinence en rétention, vous allez compliquer encore plus la situation. C'est exactement comme pour les colostomies. Vous allez aller de mal en pis. Et là, il faut faire attention. Alors, éventuellement, utiliser un tissu autologue comme de la paroi vaginale. Mais sinon, faites très attention dans tout ce qui est tissu qui risque d'être non adapté et d'être contraire à ce qu'il faut faire. Alors demain, comme Serge vous l'a montré, tout va très vite. Demain, je crois que les diplômes universitaires sont importants. C'est ce que GSF vient d'accompagner à Panzi, donc à Bukavu. Et dans ces diplômes universitaires, ça sert à faire les formateurs. Un de mes grands souhaits, Soumaïla, tu le sais, c'est que Sikasso devienne un centre universitaire, qu'on fasse chez toi exactement ce qu'on a fait à Panzi, de façon à ce que vous deveniez pour le Mali des formateurs pour tout le reste de votre pays. Et donc créer un diplôme universitaire de pelvipérinéologie dans les villes, ça me semble être quelque chose de très important pour demain. Et demain, l'Afrique, c'est aussi ça. On parle de... Vous avez vu tout à l'heure, je vous montrais des salles d'opération où on est à deux, où on se demande comment on peut opérer. Mais l'Afrique, c'est demain, c'est l'IRCAD. À Kigali, au Rwanda, est en construction la maquette que vous avez sur la gauche, qui est le centre de formation et d'apprentissage de chirurgie micro-invasive, célioscopique, dans lequel est prévu un laboratoire animalier pour s'expérimenter, dans lequel toutes les techniques vont être employées dans la microchirurgie, dans l'intelligence artificielle. Eh bien, ça y est, c'est en route, ça a démarré à Kigali. C'était en décembre et vous allez voir qu'à la fin de l'année, eh bien, le centre IRCAD Africa sera terminé. Voilà, donc voilà l'Afrique. On a démarré loin et on termine, à mon avis, dans le futur. Je vous remercie. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, mais je pense que Philippe va conclure.
bon, c'est pas vraiment une conclusion, c'est un autre sujet, disons. Ah non, c'est pas ça. Mais là. Ah oui, avec. D'accord. Ok, donc le sujet que je vais traiter là, c'est l'évaluation des fonctions obstétricales de base dans les maternités des pays en développement. Vous savez que un des piliers de la réduction de la mortalité maternelle et infantile est basé sur le fait qu'on peut proposer aux parturiantes d'accoucher par du personnel qualifié et dans des structures bien équipées, ou en tout cas suffisamment équipées. Donc ça c'est l'objet effectivement, mais qu'est-ce qu'on entend par personnel qualifié et maternité bien équipée? C'est un petit peu ce qu'on va traiter ici, et on va ici raconter l'expérience de GSF au Togo sur cette question-là. Alors, sur les soins qui sont considérés comme minimum, il existe des standards internationaux. Sur les fonctions SONU, c'est-à-dire les fonctions d'urgence, vous les connaissez, donc l'injection des ocytociques, les antibiotiques injectables, les anticonvulsivants, la révision utérine, l'aspiration manuelle intra-utérine, la réanimation néonatale et l'extraction instrumentale. Et puis pour les structures plus importantes qui disposent d'un bloc opératoire, la transfusion sanguine et la césarienne. Mais il existe également d'autres fonctions obstétricales de base qui ne sont pas, elles, considérées comme des prises en charge purement des urgences, et qui sont pourtant très importantes, qui sont donc la gestion active de la troisième phase du travail, la contraception, l'utilisation du parthogramme, la prévention de la transmission mère-enfant pour le HIV, les vaccinations, la gestion des dystocies dynamiques, la réanimation maternelle de base, l'accouchement par le siège et les violences basées sur le genre qui, en fait, sont essentiellement la prise en charge des viols. Et pour pouvoir répondre aux standards internationaux, il est nécessaire que les établissements soient ouverts en permanence, qu'ils assurent une prévention des infections et que leur activité dépasse un accouchement par jour, donc à peu près 360 accouchements par an. Alors, vous voyez que dans ces fonctions, il y a deux fonctions qui sont absentes et qui pourtant sont très importantes, qui sont la conception prénatale et le postpartum, ce qui montre en fait que cette activité a concerné essentiellement les soins curatifs et pas préventifs, mais que si on veut baisser la mortalité maternelle, il est absolument indispensable d'avoir une efficacité importante sur ces deux aspects de la prise en charge des femmes, parce qu'elles ont effectivement une forte incidence sur la mortalité maternelle et néonatale. Et en particulier le postpartum, dans tous les établissements où on a été, la surveillance du postpartum est vraiment l'aspect le plus faible de toutes les maternités. Alors, la problématique de l'évaluation, donc il faut à la fois évaluer sur le plan qualitatif, c'est-à-dire la qualité des soins qui sont apportés, sur le plan quantitatif, est-ce qu'ils sont apportés en quantité suffisante, est-ce que tout le personnel est capable de les fournir, et puis sur le plan de la programmatique, c'est-à-dire normalement l'évaluation doit permettre de savoir si une prestation qui n'est pas assurée est liée à un problème d'équipement ou un problème de prestataire, ou les deux. Le cadre de l'évaluation qui a été faite, c'était le projet AFD Muskoka Togo, c'est-à-dire c'est un projet destiné à la réduction de la mortalité maternelle au Togo et qui a été financé par l'AFD pour un montant à peu près de 8 millions d'euros et qui consistait essentiellement à remettre à niveau des maternités à la fois sur le plan de l'équipement et de la formation du personnel. Et ce projet nécessitait un état des lieux détaillé au départ pour sélectionner les maternités qui sont destinées à être rénovées et prévoir le programme de rénovation, un état des lieux final pour l'audit des maternités qui ont été rénovées
et puis une synthèse de situation de départ et la situation à l'arrivée qui permet d'évaluer les résultats du programme. Et c'est donc dans ce cadre qu'on a fait appel à Gynécologie sans frontières pour donc ces audits, si on peut dire, des maternités. Alors, la réalisation des fonctions obstétricales de base dépend de nombreux éléments et pas seulement de ceux qu'on a dit. Évidemment, on ne peut pas réaliser des soins corrects si on n'a pas des locaux, un équipement, une pharmacie, laboratoire, bloc, etc. Donc, ça nécessite évidemment, l'évaluation nécessite une analyse très très fine et détaillée de la structure. Et pour ça, on dispose que de moyens limités. Donc, dans le programme qui a été fait, on a visité en tout 49 maternités au départ et 22 à l'arrivée. Et pour chaque maternité, c'était une journée, au maximum 2 jours d'analyse pour les évaluateurs. Donc, et pour en personnel, c'était en général 2 ou 3 évaluateurs par structure, ce qui évidemment oblige à aller vite. Alors, quel outil utiliser pour l'évaluation? Le standard, c'est le manuel de l'AMDD, qui est un standard international reconnu. Le problème, c'est que ce standard, le manuel de l'agent de collecte fait 53 pages, le module de collecte des données 105 pages. Il faut tout ressaisir et en plus, il faut l'adapter au contexte local. Et donc, on a décidé de mettre au point et d'utiliser un outil informatique qui est dédié à cette évaluation des maternités. L'informatique qu'on a utilisée, c'est un tableur Excel qui permet une analyse rapide et exhaustive avec 4 rubriques principales qui sont donc pour les soins, les consultations, les accouchements, le postpartum et le bloc opératoire. Et pour chaque rubrique, on aura un onglet qui concerne les locaux et l'équipement et un onglet qui concerne la qualité des soins. Le tableur contient également 6 autres feuilles, une qui concerne la gestion des ressources humaines, les équipements, les médicaments et les consommables, les complications, les fonctions SONU et les autres fonctions obstétricales de base, et puis un bilan global de la maternité. Il y avait également 2 choses qui étaient proposées si on a le temps. C'était des relevés de mortalité maternelle et néonatale, mais assez souvent on n'a pas vraiment eu le temps de le faire. Alors comment on agit? On commence par visiter l'ensemble de la structure pour noter l'état général, l'hygiène et sanitaire, l'approvisionnement en eau et électricité. Il faut savoir que dans les maternités qu'on a visitées, à peu près un tiers des maternités n'avaient pas l'eau courante et beaucoup n'avaient pas d'électricité, ou en tout cas pas d'électricité la nuit parce que ça fonctionnait au panneau solaire. Et donc évidemment l'état des lieux a une grosse importance pour la capacité de fournir des soins de qualité. L'état des stocks est extrêmement important et donc chaque fois on assistait beaucoup pour que les évaluateurs visitent en détail la structure, se fassent ouvrir toutes les portes, parce qu'on a trouvé très très fréquemment du matériel en stock qui n'était pas connu en fait des utilisateurs et qui pourtant était là. Les dossiers médicaux, la tenue des dossiers médicaux, les circuits patients et nouveau-nés, et puis l'affichage normalement des tarifs, des consignes et des protocoles SONU qui normalement doivent être affichés dans les salles de soins. Alors, on débute par une observation complète. Il est très important que les observateurs soient parfaitement neutres. Il faut émettre aucune critique. Il ne faut pas être complaisant non plus, c'est-à-dire il faut vraiment tout noter. Il ne faut pas avoir l'air de vouloir intervenir. Et ça, c'est une chose qui est assez difficile à faire pour des soignants. Vous voyez devant vous une chose qui est absurde ou dangereuse, mais vous ne devez pas réagir, vous ne devez rien dire, parce que si vous commencez à réagir, vous ne saurez jamais comment les choses se passent dans la réalité. Il faut poser beaucoup de questions, pas de commentaires, et noter les souhaits exprimés. Et puis, en fin de visite, on organise toujours une restitution avec l'ensemble du personnel de la maternité. On présente les résultats de l'évaluation et on essaye de se mettre d'accord sur le recueil des données, sur l'évaluation. Et on demande aux gens de faire très attention à ne pas dissimuler les difficultés parce que tous, on a tendance à vouloir cacher les problèmes, mais il faut insister sur le fait que si on dissimule les problèmes, il n'y aura pas d'aide. Donc il faut bien montrer où sont les problèmes pour obtenir une solution. Alors pour la répartition des rôles, la sage-femme s'occupe de la partie soins, salle de travail postpartum, consultation. Le gynéco s'occupe plus de la partie technique, bloc opératoire, pharmacie,
etc., stérilisation, documentation. Les deux s'occupent des fonctions SONU et du bilan global. Et généralement, on demande, et on a pratiquement toujours obtenu la collaboration d'un professionnel local, c'est-à-dire soit un gynéco, soit une sage-femme. Si possible, pas de la structure à visiter, évidemment, pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Mais la collaboration des locaux nous a apporté énormément d'informations qu'on n'aurait pas pu obtenir tout seul. Le remplissage du tableur se fait pendant les temps morts. Vous verrez, on peut faire le point à chaque fois de toutes les données manquantes. Et il faut consulter toute la documentation existante. Ça, c'est un point qui est assez délicat, mais il faut vraiment consulter tous les registres d'accouchement, de complications. Et on termine par le bilan global avec une hiérarchisation des problèmes. Je vous montrerai de quelle façon on le fait. Alors, dans le tableur Excel, dans l'outil Excel, il y a des zones modifiables qui sont à remplir et qui sont signalées par la couleur jaune. On choisit seulement pour des listes déroulantes, il n'y a pas rien à écrire sauf des commentaires, et il y a une aide au remplissage qui permet de remplir rapidement les zones. Et puis il y a des zones non modifiables dans le tableur qui se remplissent automatiquement, et tous les calculs se font automatiquement pour les notations et les pourcentages de remplissage. Je vais vous montrer à quoi ça correspond. On demande simplement aux évaluateurs de s'entraîner avant avec, on leur donne un tableur pour qu'ils essayent de le remplir tout seuls chez eux, et de façon à ce qu'ils soient un peu habitués à ça. Mais généralement, ça ne pose pas de difficulté, même pour des gens qui ne sont pas très habitués à l'informatique. Alors, le classeur lui-même a un premier onglet qui est le mode d'emploi. On explique en détail l'utilisation du classeur. Ça, c'est le sommaire initial. Alors, vous voyez que dans ce sommaire, il y a une partie pour les consultations, les accouchements, le postpartum, le bloc opératoire. Et pour chaque fois, il y a équipement et fourniture, et les soins et la documentation. Alors, ça se présente comme ça. Vous voyez, là, c'est pour l'accouchement, par exemple. Donc, les notes apparaissent automatiquement. Les notes vont être en fonction du remplissage. Donc, on a une note sur 100. Et le taux de remplissage est noté à droite. Donc, ça permet d'avoir à la fois la note et le taux de remplissage. Pour le sommaire contient également les informations sur les médicaments, les équipements de laboratoire, la gestion des stocks, communication, transport, la gestion du personnel, et puis les fonctions SONU. Donc tout est noté avec le taux de remplissage à chaque fois pour être sûr qu'on n'a rien oublié. Ça sont les différents onglets de choses. Donc les onglets bleus, c'est les gynécos, les onglets roses, c'est les sages-femmes. L'onglet ressources humaines s'intéresse au personnel et pour chaque structure, on demande de noter l'ensemble du personnel en équivalent plein temps, y compris pour les agents d'entretien et les techniciens de maintenance. L'organisation du travail aussi est notée, donc sur vous voyez, les fiches de poste, la planification des activités, etc., les affichages des tarifs, les transmissions, les audits maternels de mortalité, l'organisation des références contre références. Tous ces éléments-là sont notés et chiffrés. On demande également de donner des informations sur le district sanitaire, où est située la structure sanitaire, y compris sur le nombre de maternités publiques et privées qui sont dans le même secteur. Alors on est souvent très étonné par le nombre. Donc là, c'est un district sanitaire, je pense, qui devait faire à peu près 30 000 personnes. Il y avait 20 maternités pour 30 000 habitants. Et puis en dessous, le coût des soins, donc et en tout dernier, le recouvrement des coûts a posteriori en cas d'urgence, c'est-à-dire on demande aux structures si elles prennent en charge les gens qui ne sont pas capables d'avancer de l'argent pour les soins. L'onglet pharmacie, labo, stérilisation, c'est les médicaments, les consommables en stock, les équipements de labo, la banque de sang et la stérilisation. Donc ça se présente comme ça aussi. Il y a toute la liste des médicaments, donc on leur demande de noter si les médicaments sont disponibles. Les médicaments sont essentiellement des médicaments OMS, essentiels OMS, donc on leur demande, ça c'est pour la pharmacie. Et une fois qu'on visite les structures de soins elles-mêmes, on note la présence des médicaments dans les structures de soins, mais on peut aussi vérifier à chaque fois que si le médicament est disponible à la pharmacie en stock. On a parfois des surprises parce que, là, même chose pour les équipements, on demande de faire
la liste de tous les équipements qui sont disponibles et de savoir s'ils sont en stock aussi. Et souvent, on a des différences entre les deux, c'est-à-dire on voit que dans le service, il y a un équipement qui est manquant, mais en fait, l'équipement, il était en stock, mais personne ne le savait. Donc, cette information apparaît automatiquement là dans les onglets. Pour l'activité de soins, il y a deux types d'onglets, donc un sur l'équipement, l'autre pour la documentation. Ça, c'est l'onglet équipement. Donc, on demande si les différentes choses, différents équipements sont fonctionnels, propres et en quantité adéquate et leur nombre. Ça, c'est pour les soins. Donc, pour les soins, on demande si on a observé les soins en question et s'ils sont documentés dans les dossiers. Tout ce qui est en jaune est ce que les observateurs, les évaluateurs remplissent. Donc, le reste se remplit automatiquement, y compris les notations. On a également un onglet complications qui va relever toutes les complications notées sur les 12 derniers mois dans la structure de soins, y compris la mortalité maternelle et néonatale. Et puis, on arrive aux choses importantes sur les fonctions SONU. Donc là, ici, vous voyez, les fonctions SONU vont se remplir automatiquement. C'est-à-dire quand vous avez rempli toutes les grilles sur les accouchements et le postpartum, etc., donc tout ça va se remplir automatiquement, sauf ce qui est en jaune, donc qui est à remplir par les évaluateurs. Donc on demande si les fonctions SONU sont disponibles, si elles sont pratiquées, le nombre qui a été fait sur les 6 derniers mois et le nombre de personnels qui pratiquent. Même chose pour les soins obstétricaux de base. Et si la fonction SONU n'est pas correctement exercée, on demande aux évaluateurs de noter la raison pour laquelle cette fonction est déficiente. Un onglet activité va relever l'ensemble des gestes et manœuvres obstétricales et les indications de césarienne pour les SONU-C. Et puis, le dernier onglet, qui est l'onglet de bilan global, est un onglet qui permet de noter les points forts et les points faibles de la structure de soins, les propositions d'amélioration, qu'est-ce qui est considéré comme prioritaire, et ces items sont repris lors de la synthèse finale. Alors cet onglet bilan global, il sera fait après la réunion de restitution, parce qu'il nécessite un accord, il faut que tout le monde soit d'accord, y compris le personnel, surtout le personnel d'ailleurs, pour se mettre d'accord sur ce qui est considéré comme prioritaire par les soignants de la structure. Alors ça se présente comme ça, vous voyez, pour les différentes choses, les infrastructures, l'équipement, le personnel, etc., les points forts, les points faibles et les propositions d'amélioration. Et puis quand on fait la synthèse finale, on reprend la même chose. Et donc, on va comparer, là, c'était à peu près 4-5 ans après la première visite, la deuxième visite. On compare les points forts, on compare les points faibles et on voit si ça a progressé entre les deux et ce qui a été réalisé par rapport à ce qui était prévu au départ. On demande également au personnel de classer les 5 premières choses qui leur paraissent les plus importantes pour eux. On considère que c'est important que le personnel s'investisse dans ce choix-là parce qu'il va avoir une importance importante sur les choix qui ont été faits après. Alors, sur le plan de l'informatique pure, il y a un classeur pour le gynéco, un classeur pour la sage-femme qui sont préparés à l'avance. Les contenus de chacun des classeurs vont s'implémenter automatiquement dans un classeur de synthèse. Donc, il n'y a pas d'intervention là. Et le classeur de synthèse va chercher les renseignements dans les classeurs de gynéco. S'il ne trouve pas, il va chercher chez la sage-femme et inversement. Donc, si une donnée est absente, je veux dire par là que les sages-femmes et les gynécos peuvent se répartir les tâches de la façon qu'ils veulent. De toute façon, l'information sera cherchée et retrouvée. Il suffit qu'il y en ait un des deux qui les remplit. Une fois que les classeurs sont remplis, ils sont envoyés par informatique au coordinateur qui, lui, va se charger de l'analyse des résultats. Donc, pour chaque structure sanitaire, il y a un classeur d'évaluation initiale, un classeur d'évaluation finale avec les mêmes items et un classeur de compilation qui permet une comparaison avant-après. Et pour le projet global, une compilation des classeurs sur l'ensemble des centres qui permet une comparaison initiale et finale. Donc, voilà la façon dont ça se passe en pratique. Donc,
les classeurs initiaux, l'évaluation initiale, l'évaluation finale, la synthèse pour chaque centre et la synthèse générale. Alors voilà, dans l'exemple qu'on a eu au Togo, voilà la synthèse des fonctions SONU. Alors vous voyez que malheureusement on n'a pas un progrès extraordinaire entre la fin qui est en bleu et le début qui est en rouge, et que les fonctions SONU qui sont assurées là à 100% ne sont pas très fréquentes. Il y a quand même un progrès dans les extractions instrumentales et la transfusion sanguine, parce qu'il y avait un effort important qui avait été fait pour ces deux choses-là. Mais vous voyez que pour le reste, beaucoup de fonctions ne sont pas assurées à 100% et loin de là. En ce qui concerne les antibiotiques injectables, on a demandé aux évaluateurs de ne pas donner une note de 100% quand l'antibiothérapie était donnée de façon systématique pour tout le monde sans sélection des patientes. Les autres fonctions obstétricales, c'est la même chose. On n'a pas vu beaucoup de différence entre le début et la fin, sauf pour l'utilisation du parthogramme qui a été grandement amélioré. Quand on regarde la synthèse sur les accouchements, ce qui est en vert est la progression, quand en rouge, c'est une régression. Donc globalement, quand même, sur les accouchements, en dehors des fonctions qu'on a vues, quand même, c'était mieux. Et vous voyez que le point qui a le plus progressé, c'est la structure, parce qu'évidemment, il y a eu des travaux de rénovation qui ont été faits, et que globalement, on a progressé quand même sur les accouchements. Ça, c'est l'activité, parce qu'un des objectifs, là, c'était d'augmenter l'activité des maternités. Donc l'activité a un peu augmenté, mais pas beaucoup. Et vous voyez que dans les centres, à peu près la moitié des centres qu'on a visités sont en dessous des normes SONU pour le volume d'accouchement. Je passe rapidement, là c'est la synthèse des accouchements pour les équipements et soins, et donc avec une progression quand même, mais qui est assez disparate selon les centres. Le postpartum reste le point le plus faible, à peu près dans toutes les maternités, vous voyez, surtout au niveau des soins, il n'y a pas eu de progrès sensible. Il y a eu un peu de progrès dans les structures, à cause des travaux, mais dans l'ensemble, le postpartum reste le point le plus faible. Alors, ce qui est difficile à évaluer, c'est l'accessibilité financière et géographique, la permanence des soins, parce qu'il faudra être toujours là pour le voir. Le comportement du personnel, parce que le comportement du personnel change quand il y a des évaluateurs. Les pratiques non recommandées ou nuisibles qui ne sont pas effectivement évidentes. La disponibilité des médicaments et des consommables qui peut être très variable dans le temps. C'est-à-dire, vous les avez là, puis 3 mois, il n'y a plus rien. La fiabilité de la documentation, et il est difficile d'évaluer une maternité qui a une très faible activité. Pour vous donner un ordre de grandeur, sur les maternités qu'on a évaluées, à peu près la moitié des maternités, on n'a pas vu un seul accouchement à cause de la faiblesse de l'activité. Les obstacles au recueil des données, donc il y en a eu pas mal. Et on demandait aux évaluateurs de noter ce qui était un obstacle au recueil des données pour évaluer la pertinence de ce qu'on fait. Et puis on a rajouté ça pour la réalisation des fonctions SONU, quel était le pourcentage réalisé, parce qu'il ne suffit pas qu'il y ait eu 3 extractions instrumentales dans les 6 mois pour dire que la fonction SONU d'extraction instrumentale est bien réalisé. Donc on a essayé d'évaluer quel était le pourcentage optimum de chaque fonction, et de voir quel était le pourcentage qui était réalisé dans la réalité. Alors, en conclusion, donc, il est possible d'évaluer les fonctions obstétricales de base, mais ça nécessite une analyse complète de la structure. L'outil informatique paraît bien adapté au recueil de données. Il permet une synthèse globale pour l'évaluation finale du projet. Il existe d'assez nombreux biais, et il est intéressant d'avoir la collaboration des acteurs locaux qui, entre parenthèses, se sont appropriés l'outil et sont capables de l'utiliser seuls maintenant. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je crois qu'il y en a plein qui ne savent pas ce qu'ils ont loupé.
Oui, attends, je vais trouver la photo de fond là, qui me plaît beaucoup. Oui, oui, bah voilà, comme ça au moins ça met de l'ambiance. Oui, celle-là. Bon, women first. Vous avez le fond? Moi, je peux faire avec un prolapse si vous voulez. Ne montre pas ta recto scène. Est-ce qu'il y a des questions? Bon. Bien, on va conclure.